L'interview de l'invité de la semaine. L'interview de l'invité de la semaine. Allez, comme je vous disais, 19h06, c'est l'heure de l'équipe du lundi. Mais Yann, on va faire quand même un petit mot avec l'actu. L'actu chaude, ça se passe en LNH. Et cette affaire qui a secoué le handball français et qui n'est pas prêt d'arrêter parce que là, les instructions sont en cours. On parle de grosses amendes, on parle de sursis de prison, pourquoi pas de la prison ferme. En tout cas, on va revenir sur les faits. C'était un soir de mai, Montpellier était sacré champion de France et son Sévigné jouait sa vie sur ce match. Et d'après la justice, 6 joueurs qui n'étaient pas convoqués auraient tout simplement parié pour une défaite, mais de leur équipe. Ouais, t'as plutôt bien résumé les faits, comme quoi il n'y a pas forcément un sport pour sauver l'autre. Pendant longtemps, le football a tenu la dragée haute et aujourd'hui, le handball qui a brillé aux Jeux Olympiques et pas seulement est pointé du doigt dans une affaire de paris truqués. C'est bien dommage pour un sport qui commençait à séduire vraiment beaucoup de monde, y compris les médias. Bon, je crois que Nico et Fred sont pas trop d'accord avec nous, on en reparlera. Mais en tout cas, Johan, les immortels sont pas si immortels que ça en fait. Oui, bon, on va pas dire ça comme ça. Bon, après, ça c'est les médias qui ont un peu dit des malaises immortels, etc. Mais bon, c'est sûr qu'on tombe de haut avec cette histoire. Bon, on verra bien mais comment ça va se passer dans les prochains jours, mais c'est sûr que ça nous fait mal, c'est sûr. Ouais, mais comme tu dis, faut quand même pas prendre le problème à la légère, parce qu'on parle quand même de virements, 10 000 euros, 15 000 euros. Un jeune boursier étudiant qui aurait sorti de telles sommes pour une victoire de Cesson Sévigné qui était actée avant le match, avec un gardien qui a fait seulement 4 à 5 arrêts pendant cette rencontre. On parle beaucoup de cyclisme, on parle aussi peut-être de football avec les matchs truqués en Italie, peut-être en Ligue 2, pas encore en Ligue 1, mais c'est quand même inquiétant pour le sport. Est-ce que les paris peuvent pourrir le sport à terme ? Mais c'est sûr, on a vu sur certains matchs que ça fait mal, c'est sûr que ça a changé mais la donne du sport. Mais bon, Karabatic ou pas, là il faudra prendre une sanction, je pense. Exemplaire quoi. Oui, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Il y a plein de monde. La parole à la défense, Nico et Fred. Non, moi je veux juste. Tu disais que tu parlais de l'image du hand, voilà, qui était belle en ce moment et tout. Elle est encore belle, mais oui, voilà, faut pas non plus mettre le sport. Il y a 6 joueurs qui ont été pris, c'est pas l'ensemble des joueurs, ça va pas enlever leur titre, ça va pas enlever le niveau de ces joueurs-là. Et faut pas faire l'amalgame non plus entre ce sport qui est pour moi avec le foot, un des plus beaux au niveau engagement et tout, et mélanger l'argent, voilà. On sait que à tout point de vue, l'argent pourrit. Mais l'équipe de foot, je parle de l'agissement, moi, de 6 joueurs qui disent à leur compagne, moi je fais pas le déplacement à Cesson, tu peux parier, on va parier une belle somme, et on va se faire ces 3 petits points en or. Oui, mais parce que là ils ont été pris, mais je connais des joueurs pros au foot qui parient sur des matchs et voilà, ils gagnent aussi des sommes et c'est tout. Là après, sur le point de vue, tu peux pas dire que les joueurs aient laissé passer le match parce que ces joueurs-là jouaient pas. Cesson jouait leur vie certains joueurs ont levé le pied. Je parle pas de tricher, je parle de parier. Parce que l'équipe amoindrie. Et pendant les JO, l'Espagne n'a pas levé le pied, ils n'ont pas eu de sanction. Voilà, ils n'ont pas eu de sanction. Il n'y a pas eu d'argent. Mais tu le sais pas, ça, il n'y a pas eu d'argent ou pas. Tu peux tant que rien n'est, voilà. Non, mais je crois qu'il faut revenir. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ça éclate juste avant un gros match contre Paris. Après, on traitera de parano envers Paris, mais ça sort juste là, alors que le match a lieu au mois de mai. Tu vas pas me faire croire que l'enquête, ils ont mis 4 mois ou 5 mois pour découvrir ça, alors qu'ils le savaient. Johan, qui est l'affaire ou pas, Paris aujourd'hui va régaler cette LNH, et de loin, même si Montpellier, les joueurs se connaissent depuis très longtemps, il y aura Paris et les autres aussi en handball avec un joueur comme Janssen qui a été le meilleur joueur l'année dernière de la planète mondiale, parce que c'est vrai que Fred met un petit peu ça. Non, je mets pas ça. Je sais bien que Paris, voilà, ils ont recruté, ils ont encore des millions comme au foot. Je ne dis pas ça. Je trouve ça juste bizarre que ça sort, l'affaire éclate, voilà, juste avant un match, qu'on vienne chercher les joueurs dans le vestiaire. Ça, je trouve ça, voilà.
C'est un manque de tact du côté de la justice et tout. Tu peux attendre que les joueurs sortent. Là, ils allaient peut-être partir, Karabatic et compagnie, ils allaient se barrer avec leur voiture. Vous pouvez pas attendre un petit peu le lendemain ou quoi que ce soit. Ils ont mis le sac de sport dans le... On les a pris, ils sortaient. On a délicatement le sac. Ouais. Vous allez me suivre, monsieur. Oui, Ça c'est sûr que bon, ça a pris un peu d'ampleur, mais un peu trop proportionnel par rapport à ça. Mais bon, après, c'est sûr que tu peux pas laisser passer ça comme ça. C'est sûr que là ils ont joué, ils ont perdu, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est surtout que ce sont des joueurs qui évoluent en équipe de France et on sait très bien l'importance de l'équipe de France pour le handball. On sait très bien que cette équipe de France a participé à l'expansion du handball en France et aujourd'hui ça tape, on tape dedans. Il y a effectivement des conséquences pour le hand dans le futur à mon avis. Et surtout que c'est l'équivalent en fait d'OMVR. Et le club de Montpellier va prendre, à mon avis, très très cher, je pense. Mais ils n'ont rien à voir là-dedans, Montpellier. Peu importe, c'est le club, l'ensemble des joueurs, enfin, a priori. Mais Montpellier va être sanctionné peut-être à la fin de la chaîne. Hein. Mais donc Montpellier sera sanctionné automatiquement. Nico, qu'on a en tout cas, les joueurs de Montpellier seront sanctionnés. Est-ce que toi tu cautionnes que 6 joueurs qui se déplacent pas disent à leurs femmes faut parier parce que là on est champion de France, on va leur laisser passer le match et on va se faire un +2 ou +3 de notre mise? Est-ce que déjà, tu cautionnes Est-ce que tu cautionnes ce genre d'agissement? Ben non, évidemment, au niveau de l'éthique sportive, c'est quelque chose qu'il n'y a pas à faire. Je pense que tous les joueurs, normalement, doivent être suffisamment intelligents, peu importe le sport, pour savoir qu'il ne faut pas faire ça. Après, je pense que ça remet absolument pas en cause ce qu'on fait l'équipe de France. Ah, c'est parce qu'on fait en France. Si, vous ça salit que non. C'est que ça salit. J'ai dit, Nico. Ça salit les gens. Ceux qui disent que ça salit, c'est les médias. Voilà, les journalistes, honnêtement, absolument pas. Ça remet pas en cause ce qu'ils ont fait. Comme l'équipe de Montpellier, tu parles de conséquences sur l'équipe de Montpellier avec l'affaire OMVA. L'affaire OMVA, c'était les dirigeants de Marseille qui ont été impliqués dedans. Je suis d'accord avec toi. Là, moi, je parle pas de l'équipe de France, je parle de Karabatic. Là, t'as l'ensemble des joueurs de Montpellier. Là, je répondais à Romain et je disais, il y a 6 joueurs pour l'instant et il n'y a pas les dirigeants de Montpellier. Donc Montpellier est quand même une institution en handball en France. J'espère que le club va pas être coulé justement à cause. Après, si il est avéré que les dirigeants sont impliqués, d'accord. Mais pour l'instant, ça non, les dirigeants sont pas impliqués. Mais il y a quand même Nicolas Karabatic, c'est quand même les meilleurs joueurs de Montpellier. Bah, ils seront obligés de partir. Pour l'instant, il y a eu qu'un aveu, et c'est la femme de Lucas Karabatic qui a dit mon mari a demandé de faire un virement, je l'ai exécuté et on a gagné. Dans tous les cas, je pense juste que c'est juste pas très malin. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est dit ce matin dans les vestiaires quand on va à l'entraînement le lundi en Genève en Pro D2? Est-ce qu'on en parle? Et après, on va parler de la Pro D2. Oui, c'est sûr. Bon, ça a fait le tour du handball. Hein. Là, on va pas se cacher. C'est sûr qu'on en a parlé avec certains joueurs, avec le coach et tout. Mais bon, après, ça reste que des paroles et c'est tout. Je tiens à préciser juste parce que pendant dedans, si à la fin de l'interview on demande un pronostic à Johan sur le prochain match contre Vernon, c'était juste un pronostic comme ça. On ne va pas prendre en compte sur les paroles. Merci Nico, et on passe tout de suite à la Pro D2. Allez, il était important de faire un petit mot sur l'instruction en cours. Moi, je pense plus qu'il y a des sanctions sportives juste pour les joueurs et que le club de Montpellier ne va pas être égratigné. Pourquoi? Parce que le titre de champion de France était acquis, tout simplement, avant ce match de session séminaire. Par contre, c'est des équipes qui sont reléguées en Pro D2, là, qui crient un peu au scandale. On va revenir à la Pro D2 avec Fred, et retour sur la défaite. C'est une grosse écurie, cette écurie nîmoise, qui est pour le moment programmée pour monter en LNH, parce que c'est une des grandes favorites. 32-23 victoire de Nîmes ce week-end sur Angers-Noyen. Oui, avant le match, David Penaud avait parlé dans la presse, il avait dit que ça serait le vrai test de ce début de saison. Et il s'est pas avéré bon, ce test-là. Angers est tombé face à une très bonne équipe de Nîmes qui... on va dire que pendant les 5 premières minutes, Angers a réussi à faire jeu égal avec cette équipe de Nîmes. Et Nîmes a accéléré son jeu, a accéléré ses attaques. Et on a vu Angers. On n'a pas vu le même Angers depuis qui a joué contre Nîmes que depuis ces dernières semaines. Il y avait de l'imprécision dans les passes, dans les tirs. Du non-match, voilà. À David Penaud. L'équipe n'a pas joué. Du coup, Nîmes a logiquement battu Angers 32-23. Johan, quand David Penaud, on le lit dimanche matin ou ce matin dans la presse, il dit que son équipe n'a pas joué. Tout simplement. Qu'est-ce que tu peux dire sur ses propos?
Bon, bien, moi, je pense que le coach, il a raison, en quelque sorte. Bon, un non-match. Pour un non-match, je pense pas, parce que nous, on a joué quand même, mais je pense que, mais c'est sûr que le début du match. Il dit, on n'a pas joué notre valeur vendredi soir. Aucun joueur n'a joué à son niveau. On n'a jamais été dans le match. Oui, c'est sûr. Bon, après, ça reste Nîmes quand même. C'est une grosse équipe. Nous, on a commencé le match un peu, on va dire en demi-teinte. Mais c'est ça qui nous a un peu plombé, quoi. Après, le temps de se réveiller, c'est compliqué. Quand tu pars avec combien de buts de retard, après, c'est dur contre une équipe comme ça. Parce que c'est clair, tous les spécialistes de hand parlent du futur champion de cette Pro D2, cette équipe nîmoise. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence de classe entre la formation nîmoise et la formation angevine? C'est une équipe qui descend de la LNH. Oui. Ouais, mais moi je pense que c'est une équipe clairement qui va monter, c'est sûr. Je pense qu'ils vont même pas passer par les playoffs parce que ils ont pas regardé si c'est Angers ou pas. Ils ont joué leur jeu. De toute façon, c'est une équipe à domicile qui ne lâche rien, mais qui est là pour montrer tout de suite qu'ils sont là pour remonter en LNH. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et Romain, ça ne va en rien ternir cet excellent début de saison d'Angers-Vaillant, 3 victoires, 1 défaite. Oui, parce que là, c'était vraiment une autre catégorie. Nîmes, c'est quand même l'équipe qui devrait monter logiquement. Sans gros problème. Donc voilà, mais après, qu'est-ce qui a manqué sur ce match face à Nîmes? Est-ce que les Nîmois étaient largement au-dessus de vous? Ou alors est-ce que finalement vous auriez pu les tenir? Non, je pense pas. Je pense que c'est vrai, dans l'état d'esprit, ce qui nous avait fait justement gagner ces 3 premiers matchs, c'est de la rigueur, c'est l'état d'esprit, mais c'est la justesse des passes, des tirs qui nous avait fait gagner les 3 premiers matchs. Mais c'est ce qu'on n'a pas répondu présent justement sur ces matchs-là. Donc on ne peut pas trop s'évaluer par rapport à ça. Mais on va pas dire qu'ils sont non plus largement au-dessus de nous. Mais c'est sûr que quand tu commences comme ça, c'est sûr après c'est compliqué. Il y a une première mi-temps quand même qui a été relativement catastrophique. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. 17-11, moins 6 dans le hand à la mi-temps. 3 fois sur 4, Fred, ça repart avec une défaite. Bah oui, et puis oui, c'est dur. Tu te tires une balle dans le pied quand tu reviens à la mi-temps avec moins 6 pour Angers. Mais je pense qu'il y a aussi, si vous avez des jouets, il y a peut-être aussi, parce que Nîmes vous a fait des jouets aussi peut-être. Bah oui, de toute façon, d'entrée de jeu, ils nous ont montré tout de suite que ils étaient durs sur l'homme. Ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas là pour rigoler quoi avec nous. Donc en plus nous, on était prévenus par rapport au coach on avait fait de la vidéo genre la semaine et on s'était préparé pour le match. Mais là, c'était un jour sans pour nous. On espère que c'est qu'un accident et qu'on va rééditer un bon match justement contre Vernon vendredi. Il manquait un joueur important aussi, Baké Kolo, et un joueur un petit peu moins important, Vieillard. Ça peut peut-être expliquer cela, Nico. Baké Kolo fait vraiment un excellent début de saison. Il me semble que le match précédent contre Lens, il a fait 7 sur 8 au shoot et il avait vraiment été excellent. C'est une recrue. Il a manqué justement sur ce match-là. C'est un joueur qui s'est bien intégré à l'effectif. Oui, bon, il a manqué, c'est sûr, mais comme à Istres, nous aussi, on était partis avec certains joueurs cadres, mais qui n'étaient pas là. Mais bon, moi, je pense pas qu'il faut pas se cacher derrière ça. Nous, on aura des blessés de toute façon pendant la saison. Là, on en avait que 2. Bon, il nous a manqué, c'est sûr, mais bon, après, on va pas se cacher derrière ça. On a fait un match, c'est tout, quoi. Bon, Nico, tout n'est pas acheté, quand même, parce que 3 victoires, 1 défaite. Angers-Vaillant aujourd'hui, on ne parlera pas du test de l'accident, parce que je pense que c'est plus qu'un accident. Et je pense que Nîmes était supérieur sur la rencontre, sur l'effectif, sur plein de paramètres de jeu. Mais aujourd'hui, Angers-Vaillant est à une 4e place. Aujourd'hui, Angers-Vaillant a 3 victoires au compteur, dont 1 à l'extérieur, c'est ça. 2 victoires à domicile, 2 sur 2. Aujourd'hui, ça se passe bien quand même à Angers-Vaillant. Et ça, c'est à confirmer dès vendredi à Vernon, mais à condition de jouer. À Angers. Vendredi à Jean-Bouin face à Vernon, mais à condition de jouer. Oui, non, mais c'est pas du tout inquiétant. Comme tu l'as dit, le début de saison on parle juste du match à Nîmes. Oui, voilà. Mais je pense que sans faire injure à l'équipe d'Angers-Vaillant, pour l'instant, on joue pas dans la même catégorie. Je pense qu'Angers-Vaillant, faut pas l'oublier, d'où l'équipe vient. L'année dernière, ils ont acquis leur maintien difficilement. Là, ils ont commencé par 3 victoires en 3 matchs. C'était un début absolument brillant. Exceptionnel, même. Voilà, à égalité avec Nîmes, qui du coup était aussi à 3 victoires. Mais après, c'est vrai que sur l'ensemble d'une saison, je pense que pour l'instant, en tout cas, vous jouez pas dans la même catégorie. Peut-être que l'équipe d'Angers-Vaillant va se découvrir des ambitions au fur et à mesure de la saison. Mais là, je pense qu'il faut engranger dans les victoires. C'est ce qu'ils ont fait et plutôt bien depuis le début de la saison. Et là, ils perdent contre Nîmes. C'est juste à l'extérieur. En plus, c'est même pas à domicile. Donc je pense qu'il faut vraiment se lancer contre Vernon. Mais là, il n'y a pas de random. Angers-Vaillant, Vernon, ça sera vendredi soir, salle Jean-Bouin. Avant ce déplacement à Nîmes, Johan, on était sur un 3 sur 3. C'était jamais arrivé au club. La dernière fois, on peut remonter, je crois, avant les années 2000. J'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver l'information. Mais en tout cas, c'était au 2e millénaire et pas au 3e. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Parce qu'on sent vraiment une équipe, Fred nous le dit tous les 15 jours, il va à chaque match, une équipe qui a confiance en elle, une équipe qui a des automatismes, une équipe qui est rodée,
une équipe qui a du talent, c'est un peu le cocktail de tout ça. En fait, on est sur la lancée de l'année dernière et aussi, mais la fin de l'année dernière plus, mais là, une bonne prépa qu'on a fait. Et aussi, on a eu moins de blessés. Il y a eu quand même 7 oui, mais bon là, mais c'est sûr qu'avec moins de blessures et une bonne préparation physique, nous on a eu plus d'automatisme plus rapidement. Et après, bon, ça s'est ressenti sur le calendrier, genre les 3 premiers matchs. C'est pas un peu comme Angesco, on en parlera en deuxième mi-temps avec toi, Fred. Il y a plus de profondeur dans le banc, mais une profondeur plus qualitative. Bah oui, et puis cette année, on le disait. Yohan le disait, il y a eu une bonne préparation, mais c'est aussi dû que le maintien était acquis sur le terrain, alors que les autres années, à chaque fois, il fallait attendre la décision de la Fédé. Donc le recrutement a été fait plus tardivement, et voilà, là, le recrutement a été fait rapidement. La saison était bouclée, et qu'une semaine après, le recrutement a été bouclé lui aussi. Donc ça joue beaucoup. Là, l'équipe, c'est vraiment celle de David Penaud, c'est lui qui l'a voulu. Maniab lui a donné les moyens pour la construire. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là qui fait que Angers réalise une bonne saison et le recrutement est de qualité. C'est la première fois depuis 3-4 ans que Angers recrute des joueurs de la même division, voire au-dessus. Les autres années, à chaque fois, Angers recrutait des joueurs de division inférieure à la Pro D2, donc c'est pas facile. Il y a aussi la quantité. Et voilà, il y a la quantité, tu le dis, il y a une profondeur de banc comme Osco. Tous les postes sont doublés. Voilà, tous les postes sont doublés, donc c'est intéressant. Quand il y a un joueur qui est un peu moins bien, on sait que son suppléant qui est sur le banc va pouvoir le remplacer à merveille, et c'est ce qui se passe depuis le début de saison et qui fait que Angers a réalisé un excellent début de saison et que ça va continuer, parce que pour moi il y a vraiment de la qualité dans cette équipe et ça va continuer. C'est pas juste un feu de paille de ce début de saison. Merci Fred pour cette tirade. Tu es d'accord avec ce qu'a énuméré notre chroniqueur handball? Il y a vraiment aujourd'hui des motifs de satisfaction, mais pas à court terme, à long terme. Oui, de toute façon, on a des objectifs vraiment clairs, mais pour le début de saison, c'est sûr, c'est de gagner tous les matchs à domicile. Après, à l'extérieur, c'est que du bonus. Bon, c'est sûr qu'on a un groupe mais assez complémentaire cette année. Après, ça se ressent sur les matchs, hein. Comme je vous ai dit, là, début de saison, il a été propre. Mais bon, après, c'est pas étonnant. Nous, on a fait une bonne prépa. Après, le prochain match contre Vernon, mais ça va se ressentir, vous allez voir. De toute façon, à domicile, on est là pour gagner. Donc après. Il y a un objectif de monter? Non, là on va pas monter. Non, mais on sait jamais, il y a un objectif. Nous on est pas. Un objectif de playoff pour l'instant. Non, mais de toute façon, nous on est là. Romain, dans le football, dans le basket, dans le bal, il pense qu'à ça. Non, ceci dit, c'est l'objectif. Hein. Ou ne pas descendre, ou monter. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux objectifs. Soit on joue le maintien, soit on joue pas le maintien. Romain, on peut jouer un peu Romain, au bout de 4 matchs, tu peux pas tirer de bilan une conclusion. Non, mais quand t'achètes un tiers de championnat. Quand t'achètes de nombreux joueurs, quand t'as la qualité et la quantité, comme a dit Fred. Acheter, ça veut dire les faire venir au club. Mais attention. Rencontrer 3 équipes. Oui, non, mais alors, c'est Lille, quand ils se présentent en Ligue 1, c'est pour être qualifié pour la Coupe d'Europe. Lille, c'est parce qu'ils ont construit en Bordeaux. Je vais défendre Romain. Aujourd'hui, tu parles d'une équipe qui s'est sauvée. Je vais défendre Romain. Merci. Je pense que ce que veut dire Romain, c'est que quand ça fonctionne au bout de 3 matchs, qu'on aligne 3 victoires d'affilée, est-ce qu'on se dit pas dans son inconscient, tiens, cette année, il y a peut-être moyen de jouer quelque chose? Non, nous on n'est pas là pour jouer comme ça. Sans forcément se dire, on va jouer la montée. Et tu te dis forcément que tu étais compétiteur, mais tu peux pas dire à court terme ou à moyen terme, on joue la montée. Surtout officiellement. Non, on verra plus tard, mais bon, pour l'instant, mais l'objectif c'est vraiment de mettre 3 équipes vraiment derrière. Et gagner tous les matchs à domicile. Après, on verra les ambitions. Un discours à la Guillaume. Mais nous, on verra après. Mais nous, on va faire le bilan à la mi-saison. Mais voilà, pour l'instant, nous, c'est les matchs à domicile. C'est avoir 8 victoires, mais au bout du premier tiers du championnat. Et puis après, on verra. Parce que Fred, on sent vraiment une équipe beaucoup plus confiante en elle et en ses capacités. Et une équipe qui mène le jeu, une équipe sans temps faible. C'était rare, ça, du côté de la salle Jean-Roy. Ouais, une équipe qui mène le jeu, une équipe qui varie son jeu aussi. L'année dernière, on avait un peu, on va dire, un jeu stéréotypé. Et je pense que cette année, on a plus, rien qu'à la main déjà, il y a plus de possibilités. Au niveau du choix des joueurs pour David Penaud, il peut soit accélérer le jeu, soit quand il faut le ralentir. Et l'année dernière, c'était un peu ce qui faisait défaut, c'est qu'on savait pas trop accélérer quand fallait accélérer. Et c'est ce qui a des fois manqué pour conclure un match et qui faisait que Angers se faisait peur dans les 2 dernières minutes alors que le match aurait pu être plié avant. Et cette année, on sent qu'il y a
y a plusieurs possibilités de jeu et voilà, c'est ça qui me fait penser qu'il va y avoir du bon pour cette saison. Et Romain et Fred, il y a peut-être un homme aussi autour de la table qui revit à Angers-Noyant parce qu'il a vécu beaucoup de galères, Yohann Odaric. Je pense que s'il y avait eu de la concurrence à son poste, il serait un petit peu sorti de l'équipe. L'année dernière, Yohann, tu as vécu une saison mi-figue mi-raisin parce que la phase aller était compliquée. Après, tu es revenu tambour battant sur la phase retour. Mais force est de constater, on en a parlé souvent ici. Fred, Romain, Yann, Nico peuvent pas dire le contraire. On a un nouveau joueur, c'est Yohann Odaric, parce qu'il est en pleine forme, et offensivement et défensivement parlant. Oui, il a toujours été soutenu par le coach David Penaud. Et ça, c'est rare. Oui, c'est rare, mais ça vient. Avec David Penaud, parce que des fois, quand il y a des joueurs qui sont un petit peu en dedans, Yohann Odaric, force est de constater qu'il a toujours eu la confiance du coach. Mais ça, c'était la saison dernière, sur les 3-4 premiers mois. Et après, défensivement, il est vraiment monté en puissance. On l'a dit régulièrement avec Fred. Le renouveau d'Angers-Noyant, c'était grâce à Yohann Odaric parce que défensivement, il était costaud. Là, cette année, on a l'impression qu'il a franchi un autre palier. C'est-à-dire que défensivement, c'est costaud et offensivement, c'est excellent. Oui, bon après, ça c'est vous qui le dites. Hein. Après, moi, je suis là pour faire mon travail. Bon après, mais c'est sûr que David Penaud, il me donne peut-être largement du temps de jeu et sa confiance. Lui de toute façon il a été pivot aussi dans sa carrière de sportif, donc il connaît très bien le poste, il sait très bien comment me gérer. Donc après moi je fais simplement qu'appliquer ce qu'il me dit, et après moi je suis quand même concurrent et compétiteur, donc après moi je donne le meilleur de moi-même, et pour l'instant ça se ressent. Mais est-ce que l'année dernière, Yohann, en plein milieu de la tempête, quand ça se passait mal pour toi, tu te disais je suis encore aligné, j'aimerais bien souffler, parce que aujourd'hui quand un joueur a le moral dans les chaussettes, et surtout à ton poste, on peut pas se cacher. Et David Penaud t'a toujours donné les clés pour faire un bon match, et tu sortais des bons matchs parce que tu avais un super travail défensif, et après le travail offensif est arrivé avec les prochains mois. Oui, bon après, moi de toute façon, c'est sûr, après ma blessure c'était compliqué de revenir, mais pour revenir, il faut avoir un peu plus de muscles, un peu plus de temps de jeu, mais revenir à la compétition c'est dur. Donc moi il me fallait ça, du jeu, de la compétition. Donc moi je vais pas rechigner sur ça. Moi je suis resté sur deux années sans vraiment jouer, et après là il me donne du temps de jeu, je vais pas rechigner quoi. Fred, c'est la défense qui a vraiment récupéré Yohann Odaric, c'est le système défensif, et après il a pris confiance en lui, et les offensifs ça a découlé forcément. C'est surtout parce que c'est pas parce qu'il est assis à côté de moi que je vais dire ça, mais tu dis ça à chaque fois. Non, non, parce que là je discute avec des personnes du club, donc voilà. Et ce qu'on me dit sur Yohann Odaric, c'est que et tout travail paye un jour ou l'autre, c'est que c'est quelqu'un qui est sérieux, contrairement à d'autres joueurs des fois qui peuvent ils viennent à l'entraînement, sauf que Yohann c'est quelqu'un qui vient à l'entraînement, il se bat, il est tout le temps il vit sa vie à l'entraînement. C'est quelqu'un qui est sérieux, et forcément quand tu t'entraînes, au bout d'un moment ça paye un jour ou l'autre, voilà. Et c'est ça en fait ce qui fait que je pense, c'est juste en discutant avec certaines personnes, et voilà, c'est que ce qui récolte les fruits qu'il a pu semer il y a quelques mois voire quelques années, où il a jamais baissé la tête, il a toujours continué, bossé aux entraînements. Et c'est pour ça que maintenant il réussit. Il a su ses défauts, il s'est musclé, il a continué à travailler. Voilà, maintenant ça paye, et voilà, c'est tout. C'est pourvu que ça continue en tout cas. Voilà, pourvu que ça continue. Et ta phase allée là, quand tu te remémores cette phase allée de l'année dernière, c'était un moment compliqué dans ta carrière quand même. Ah oui, très compliqué. De toute façon, un des pires moments de ta carrière, la phase allée de l'année dernière. Non, c'est pas le pire moment de ma carrière, mais c'est l'un des. Quel le pire moment de ta carrière? C'est le moment de ma blessure et de ma re-blessure à l'épaule. C'est vrai que ça aussi on n'en parle pas. Si Yohann Odaric a mis du temps à régaler sur le plan offensif et défensif, c'est qu'il y a eu beaucoup de pépins, notamment à l'épaule, où tu t'es pété au moins 2 ou 3 fois. 2 fois. Et c'est vrai qu'on se regardait un petit peu en tribune de presse, dès que tu tombais sur l'épaule, on disait merde, c'est la 3e fois. Mais t'avais toujours un peu d'appréhension. Oui, moi j'avais de l'appréhension ces premiers mois-là, donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour moi. Après, mais c'est sûr, le kiné m'avait dit qu'à un moment donné, moi j'allais prendre un gros coup dessus, ou j'allais avoir un choc qui va me libérer. Ben, c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle plus quel match, mais c'était l'année dernière, en novembre, je crois. Et après, c'était beaucoup mieux. Donc là, mais pour vous que ça continue, et puis on verra sur les prochains matchs ce que ça donne.
Il y a des bons kinés à Angers-Noyant, c'est pour ça. Romain, on va rappeler les scores de cette journée de championnat qui a vu donc Angers-Noyant perdre. Alors, victoire de Ponto Cobo à Besançon 29-27, celle de Mulhouse contre Chartres 32-28, victoire donc de Nîmes face à Angers-Noyant 32-23, Dijon a battu Nancy 31-21, Istres s'est imposé contre Sémian-en-Auxois 32-31, victoire de Massy à Valence, et Massy qui ne s'arrête plus de gagner 28-25, et victoire de Vernon contre Gonfreville 35-24, au classement premier Massy 12 points, deuxième Nîmes 12 points, troisième Mulhouse 12 points, quatrième Angers-Noyant 10 points. Pour l'instant, Johan Daric, le prochain match face à Vernon, c'est un match qu'il faut gagner. Oui, de toute façon, comme je vous ai dit, l'objectif c'est de gagner tout à domicile. Donc pour l'instant, nous on continue sur ça. Prochain match à domicile contre Vernon, il faut gagner absolument. Bon, c'est une équipe qui reste sur un gros résultat contre Gonfreville. Donc, mais tout le monde fait des gros résultats contre Gonfreville. C'est leur première victoire de la saison, Vernon. Avant, c'était sur 3 défaites. Oui, c'est pareil comme Valence qui avait fait un gros résultat. Bon, après, on les a battus à domicile. Donc, nous, on continue sur ça. Après, on verra. Pourquoi je dis que c'est un match qu'il faut gagner? Parce que je pense que Vernon est quand même une équipe assez faible. Non, mais parce que Vernon n'a pas réussi un bon début de saison. Ils ont quand même eu 3 défaites consécutives avant de s'imposer contre Gonfreville. Donc voilà, c'est une équipe qui est largement à la portée d'Angers-Noyant normalement. Bon, il faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui a joué les playoffs l'année dernière, mais qui a gardé son effectif, qui a perdu qu'un seul joueur, c'est le pivot, et là ils ont recruté quand même un gros joueur, un ancien joueur de la LNH. Mais de toute façon, ça va rien changer à ce qu'on a dit depuis le début de saison. Donc nous, on est là pour gagner à domicile à Jean-Bouin, pour justement retrouver le public qu'on avait perdu pendant un certain temps. Il est de retour. Et qui est de retour justement, on espère encore qu'ils vont venir contre Vernon. Les 19h33 dans votre magazine d'équipe du lundi sur Radio-G. Ce soir, nous recevons Johan Daric. Je dis 19h33 parce que je vais te demander pendant une minute, pas de pas faire de langue de bois, mais aujourd'hui, on a un chroniqueur en la personne de Fred qui est souvent pessimiste sur la question d'Angers-Noyant, mais cette année, il est venu avec un optimisme, je ne vais pas dire un optimisme béat, ce serait un tacle pour lui, mais un optimisme mesuré, mais il se dit que cette année, on peut être dans le top 5, voire top 6, on peut faire quelque chose de très très beau. Est-ce que tu rejoins ces propos? Est-ce que tu penses que ça peut être l'année ou jamais pour Angers-Noyant? Ben, si nous dit qu'à la fin de l'année, nous on finit 5e, j'ai parié. Moi, Ah, ça c'est la j'ai parié. C'est bon, c'est avec les paris. Il n'a pas du tout parié. Non, mais on sent vraiment une équipe costaud, on sent vraiment oui, on est solide. des automatismes au bout d'un mois et demi de préparation. Oui, c'est sûr, nous on est solide. Pour l'instant, ça se ressent sur les matchs, mais après, nous on verra au fil de la saison. Mais pour l'instant. Mais si tu te dis dans ta tête que t'es pas à la radio, là, si on parlait comme ça en off, est-ce que parce que ça oh, mais là on est à la radio. Ça peut pas t'attirer les foudres de dire qu'on peut jouer plus haut. Si tu le penses, aujourd'hui vous jouez le maintien, vous jouez la montée, vous jouez les playoffs, vous jouez quoi exactement? Non, on joue le maintien. De toute façon, ça a été clairement dit par notre président. Après, on verra. Après, pour les playoffs et peut-être pour la montée, si vous dites. Mais nous, pour l'instant, c'est gagner le plus de matchs possible à la maison, voire tout. Et après, nous on verra s'il y a les playoffs au bout. Ben nous on va pas cracher dessus, on va y aller. Hein. Et il faudra bien donc être de retour vendredi soir, salle Jean-Bouin. Fred, tu y seras. Angers-Noyant, on reçoit Vernon et devra mettre la 4e. Oui, bah oui. Johan Daric l'a dit, il faut tout gagner à domicile. Et de toute façon, pour se sauver le plus rapidement possible, il faut enchaîner les victoires. Et voilà, c'est ce que je pense depuis le début de saison. Plus vite Angers-Noyant sera maintenu et plus vite ils pourront espérer à autre chose. Donc ça passe que par des victoires à domicile et des bonus à l'extérieur. Et voilà, vendredi c'est Vernon. Vernon ils sont 10e, ils ont 6 points. Ils ont un mauvais début de saison. À Angers de continuer ce mauvais début de saison de Vernon et de leur enfoncer la tête sous l'eau en les battant à domicile. Merci Fred pour cette conclusion. Merci Johan d'être passé dans le magazine d'équipe du lundi. Ouais. Merci à vous. On se voit dès vendredi soir pour cette 5e journée de championnat de Pro D2 dans une Pro D2 saine avec de beaux matchs à jouer. En tout cas, on espère la victoire pour Angers-Noyant face à Vernon. Ça sera vendredi soir, salle Jean-Bouin, 20h30 et c'était
Yohan Odarik sur le 101.5 FM, Radio G, l'équipe de Merci Yohan. De rien, au revoir.